dit à sa sœur. Je me souviens m'être tenu dans la cuisine à 22 heures, écoutant un bruit d'eau que je ne pouvais pas expliquer. Un égouttement doux et persistant qui semblait provenir de sous le plancher. Je me suis dit que c'était le vent. Je me suis dit que les vieilles maisons faisaient des bruits par grand froid. Notre maison du quartier des Lilas, une bâtisse en briques de 2 étages que nous avions achetée en 1991, l'année où notre plus jeune avait commencé l'école maternelle, avait toujours eu ses particularités. 33 ans à s'ancrer dans la terre sous ses fondations. Je pensais que ce n'était que cela. J'avais tort. Mon nom est Marcel Bertrand. J'ai 64 ans, je suis retraité de la Poste après 31 ans de service. Et je pensais connaître chaque recoin de cette maison comme le dos de ma main. La 3e marche grinçante de l'escalier, la fenêtre de la chambre principale qui tremblait quand le vent venait du nord-ouest, la zone froide au fond du garage qui ne se réchauffait jamais tout à fait, même en juillet. Je connaissais tout cela, du moins je le croyais. Ma femme, Françoise, était partie ce dimanche matin. Sa sœur, Claudine, avait récemment subi une opération de la hanche à Brest, et Françoise planifiait ce voyage depuis des semaines. Elle s'absenterait 11 jours. Je l'avais conduite moi-même à l'aéroport, je l'avais aidée à enregistrer ses bagages et je l'avais embrassée pour lui dire au revoir à la ligne de sécurité. Elle m'avait serré la main et m'avait dit de ne pas laisser la maison tomber en ruine pendant son absence. Nous avions tous les deux ri. Je ne riais plus ce mardi soir. Le bruit d'égouttement a empiré vers 23 heures. Au moment où je l'ai localisé dans la buanderie près de l'escalier du sous-sol, il y avait un mince filet d'eau coulant le long de la base du mur sud et s'accumulant près du siphon de sol. Un tuyau quelque part dans ce mur s'était fissuré, probablement à cause du coup de froid soudain. Nous avions eu un mois de janvier doux et le sol n'avait pas gelé aussi profondément que d'habitude. Puis février a frappé comme un marteau et tout s'est contracté d'un coup. Le plombier que j'ai appelé le lendemain matin, un homme nommé Luc qui gérait seul son entreprise à Melun et qui nous avait dépanné 2 fois auparavant, a confirmé la chose quand j'ai décrit la situation. Il m'a dit au téléphone que cela ressemblait à la conduite d'alimentation de l'évier de la buanderie. Il m'a dit qu'il pourrait être là à 9 heures, mais il est arrivé à 8h45, ses outils dans un sac en toile sur l'épaule, son haleine formant de la buée dans l'air froid quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Je l'ai conduit au sous-sol, je l'ai dirigé vers la buanderie et je suis monté préparer du café. C'est le genre de confiance que l'on instaure avec quelqu'un au fil des années de petites réparations. On le laisse travailler, on ne reste pas dans ses jambes. J'en étais à ma 2e tasse quand mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. J'ai supposé que c'était Françoise qui prenait des nouvelles. Elle m'avait envoyé un message la veille de Brest pour dire qu'elle était bien arrivée et je m'attendais à ce qu'elle en envoie un autre le matin une fois installée. Mais ce n'était pas Françoise, c'était Luc. Le message disait « Monsieur Bertrand, j'ai besoin que vous descendiez. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Je préfère ne pas expliquer par message. J'ai posé mon café. Quelque chose dans la façon dont il avait écrit, sans demander, sans expliquer, en me convoquant simplement calmement, a fait dresser les poils sur ma nuque. Luc n'était pas un homme dramatique. Durant toutes les années où il était venu à la maison, je ne l'avais jamais entendu hausser le ton. C'était le genre d'homme qui réparait les choses, vous envoyait la facture et vous disait au revoir à la porte avec une poignée de main ferme. Un homme de très peu de mots inutiles. Je me suis dirigé vers l'escalier du sous-sol. Il se tenait à l'autre bout de la buanderie quand je suis entré, près de la grande étagère métallique que Françoise avait installée le long du mur sud il y a des années. Elle l'avait organisée elle-même, des pots de peinture, de vieilles décorations de Noël, des ampoules de rechange, des cartons de choses que nous n'avions jamais pris le temps de jeter. Je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à cette étagère depuis des années. Elle était juste là. De la même façon que les meubles deviennent invisibles lorsqu'ils sont au même endroit depuis assez longtemps. Luc l'avait écartée du mur. Pas loin, peut-être de 40 cm, mais assez pour révéler ce qui se trouvait derrière. Une porte. Pas une porte finie, pas une avec un cadre et une poignée que l'on attendrait dans une maison. C'était une porte en bois massif, brute et épaisse, encastrée directement dans le bloc de béton du mur de fondation. Elle possédait 3 serrures à peine dormant, chacune avec un trou de serrure séparé, et une 4e, un gros verrou coulissant monté au sommet. Les 4 étaient verrouillés. Une mince bande de joints d'étanchéité faisait le tour de tout le cadre, le genre que l'on utilise pour isoler une porte contre les courants d'air ou contre le bruit. Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé être un très long moment.
Luc a dit doucement qu'il avait déplacé l'étagère pour vérifier si le tuyau passait derrière. Il a ajouté que la source de la fuite était là derrière, mais qu'en la déplaçant, il avait vu la porte. Il a marqué une pause. Monsieur Bertrand, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Je l'ai regardé. Il m'a demandé si je savais que cette porte était là. J'ai répondu que non. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Il a dit qu'il avait frappé dessus environ 5 minutes auparavant, avant de m'envoyer le message, et qu'il avait attendu. Quelqu'un avait frappé en retour. La pièce a semblé basculer. J'ai posé ma main sur l'étagère pour me stabiliser. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répété que quelqu'un avait frappé en retour. 3 coups, a dit Luc. Il a levé 3 doigts. Découlant, comme si la personne faisait attention. Il a regardé la porte et a affirmé qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de cela. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps fait une chose étrange dans des moments pareils. Il ne s'arrête pas exactement, mais il perd sa forme. J'étais conscient du bruit de l'eau qui s'égouttait encore quelque part dans le mur. J'étais conscient du froid du sol du sous-sol qui traversait mes chaussettes parce que j'étais descendu sans mettre mes chaussures. J'étais conscient des 4 serrures sur cette porte et du fait que je ne l'avais jamais vue en 33 ans de vie dans cette maison. J'ai appelé la gendarmerie à 9h47 du matin. L'opératrice m'a demandé de rester en ligne. Elle m'a demandé si je pensais qu'il y avait un danger immédiat. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit qu'il y avait une porte verrouillée dans mon sous-sol que je n'avais jamais vue auparavant, que quelqu'un semblait être à l'intérieur et que j'avais besoin que quelqu'un vienne chez moi immédiatement. 2 agents sont arrivés en moins de 12 minutes. Un 3e a suivi peu après. Luc attendait sur le perron, ce que j'ai apprécié, il avait compris sans qu'on lui demande que ce n'était plus une intervention de plomberie. Les agents sont descendus au sous-sol. Je suis allé avec eux. L'une d'entre eux, une jeune femme avec une démarche calme et assurée, a examiné les serrures et le cadre de la porte pendant que son partenaire passait sa main le long du joint d'étanchéité. Ils ont appelé quelqu'un avec un coupe-boulon. Pendant que nous attendions, le plus âgé des 2 agents a frappé à la porte 4 fois et a dit clairement qu'il s'agissait de la police nationale. Il a ajouté que si quelqu'un était là-dedans, il devait frapper 2 fois s'il pouvait l'entendre. 2 coups. Lent, prudent. L'agent m'a regardé. J'ai regardé le sol. Quand ils ont réussi à ouvrir la porte, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était une pièce d'environ 10 mètres carrés. Elle avait été finie avec des plaques de plâtre, un plancher en contreplaqué, une seule ampoule sur une minuterie montée au plafond. Il y avait un lit de camp le long d'un mur avec 2 couvertures pliées, un bac de rangement en plastique dans un coin servant de toilette, un petit radiateur électrique, une lanterne à piles, une étagère avec plusieurs bouteilles d'eau et une rangée de boîtes de conserve de haricots, de soupe, de sardines et un ouvre-boîte manuel. Une 2e étagère contenait 3 romans de poche et un jeu de cartes usées. Et assis sur le bord du lit, clignant des yeux sous la lumière soudaine, se tenait un homme. Il était mince, extrêmement mince de cette façon qui arrive quand un corps vit de trop peu pendant trop longtemps. Ses cheveux avaient poussé plus bas que son col. Sa barbe n'était pas taillée et était parsemée de gris qui n'étaient pas là auparavant. Ses mains posées sur ses genoux tremblaient, mais je l'ai reconnu même ainsi. Même après tout, je l'ai reconnu au moment où je l'ai vu. C'était mon beau-frère, Raymond, le frère cadet de Françoise, l'homme que nous pleurions comme mort depuis 3 ans et 4 mois. Je dois revenir en arrière. Je dois expliquer qui était Raymond car sans comprendre ce qu'il représentait pour cette famille, rien de ce qui s'est passé n'a de sens. Raymond Chenu avait 57 ans au moment où nous l'avons trouvé, bien qu'il paraisse plus vieux quand ils l'ont sorti de cette pièce. Il était le seul frère de Françoise, de 8 ans son cadet, et ils avaient toujours eu une relation compliquée. Compliquée de la façon dont certains liens familiaux sont emmêlés avec de vieux griefs, une histoire commune et un genre d'amour féroce et épuisant qu'aucun d'eux n'était particulièrement doué pour exprimer directement. Raymond ne s'était jamais marié. Il avait travaillé la majeure partie de sa vie adulte dans la gestion immobilière, s'occupant de locations, gérant des contrats d'entretien pour un petit portefeuille d'espaces commerciaux dans la région de Chartres. Il était bon dans ce domaine, organisé, fiable, le genre d'homme qui tenait des registres méticuleux et se souvenait des détails. Il avait un petit appartement à Chartres, un cercle d'amis qu'il avait depuis l'université et une routine qui semblait lui apporter une réelle satisfaction. Il avait aussi de l'argent, pas une grande fortune,
mais une somme importante pour quelqu'un qui avait vécu prudemment et investi régulièrement pendant 30 ans, une assurance vie qui avait considérablement fructifié, un plan d'épargne retraite déjà payé, et plus concrètement, une police d'assurance décès avec un bénéficiaire désigné. Ce bénéficiaire était Françoise. Raymond l'avait nommée lorsqu'il avait souscrit la police dans la quarantaine, à l'époque où elle était la seule famille qui lui restait après le décès de leurs parents. Il ne l'avait jamais mise à jour. Pourquoi l'aurait-il fait? Ils étaient assez proches à leur manière. Il lui faisait confiance. En octobre 2022, Raymond a disparu. Il n'y a pas eu de dernière apparition dramatique, pas de dispute, aucune raison connue pour qu'il s'évanouisse. Il a simplement cessé de répondre à son téléphone. Ses amis ne pouvaient plus le joindre. Son propriétaire a signalé sa disparition lorsque le loyer n'a pas été payé pendant 2 mois. La police a enquêté. Il n'y avait aucune preuve d'acte criminel dans son appartement. Aucun retrait inhabituel sur ses comptes bancaires. Aucune indication de l'endroit où il était allé. C'était un homme d'âge moyen qui avait, pour autant que quiconque puisse en juger, simplement quitté sa vie un jour sans revenir. L'enquête a duré plusieurs mois. Puis elle s'est essoufflée comme ces choses-là le font quand il n'y a pas de piste, pas de corps et pas de crime clair. Raymond a été officiellement inscrit comme personne disparue. En février 2023, des restes ont été retrouvés dans une zone boisée près de la forêt de Fontainebleau. Ils étaient gravement décomposés. Le processus d'identification a été long. Des tests ADN ont été effectués. Les résultats sont revenus non concluants au départ. Puis, selon le rapport officiel que Françoise m'a montré, ils ont été confirmés comme correspondant au profil de Raymond avec une probabilité décrite comme extrêmement élevée. Françoise a pleuré pendant 3 jours. Je l'ai soutenue durant la majeure partie de cette période. J'ai organisé la cérémonie commémorative. Je me suis assis à ses côtés au premier rang de l'église et j'ai regardé le cercueil vide parce que rien de ce qui avait été récupéré n'était convenable pour un enterrement. Et j'ai passé mon bras autour de ses épaules et je lui ai dit que nous surmonterions cela. Je croyais chaque mot que je disais. Raymond avait été dans mon sous-sol pendant tout ce temps. Ce que la police a reconstitué au cours des semaines suivantes, et ce qui est apparu en totalité lors du procès, est ceci. Françoise l'avait planifié avec soin. C'était le mot que le procureur de la République a utilisé encore et encore. Avec soin. Pas par impulsion. Pas dans un moment de crise. Avec soin sur une période de plusieurs mois avec l'intention spécifique d'encaisser le capital décès de Raymond tout en l'éliminant en tant que personne vivante. La pièce derrière l'étagère était à l'origine un espace de stockage froid intégré aux fondations lors de la construction de la maison à la fin des années 1960. Françoise l'avait découvert des années avant que je n'en sache l'existence. C'est elle qui s'occupait de la majeure partie de l'organisation du sous-sol, du stockage, des rotations saisonnières de ce qui allait où. Elle ne m'en avait jamais parlé. Quand je lui ai demandé une fois il y a des années pourquoi le mur sud de la buanderie semblait plus court qu'il ne devrait l'être par rapport aux dimensions extérieures de la maison, elle avait dit quelque chose de vague sur les constructeurs d'origine et des angles bizarres. Je n'avais pas insisté. J'aurais dû insister. Elle avait préparé la pièce avant la disparition de Raymond. La porte renforcée a été installée par un entrepreneur qu'elle avait trouvé via un site de petites annonces. Quelqu'un d'une autre région qui n'avait aucun lien avec notre quartier, payé en espèces. Les verrous ont été installés séparément, un par un sur plusieurs mois pour éviter d'attirer l'attention. Le joint d'étanchéité était son propre travail. Elle a attiré Raymond à la maison sous un prétexte en octobre 2022, une histoire de besoin d'aide pour des documents liés à la succession de leur défunte mère, quelque chose qui nécessitait sa signature physique sur des papiers. C'était le genre de petite tâche administrative pour laquelle il l'aurait aidé sans poser de questions. Il est venu un jeudi après-midi quand j'étais à ma partie de cartes mensuelles. Au moment où je suis rentré, Raymond était parti et Françoise préparait le dîner et tout était parfaitement et tranquillement normal. La fausse identification était la partie qui nécessitait le plus d'explications. Il est apparu lors de l'enquête que Françoise avait, quelques mois avant la disparition de Raymond, obtenu un échantillon d'ADN de sa part, une tasse de café usagée prise dans son appartement lors d'une visite. Et avait utilisé un contact qu'elle avait cultivé par l'intermédiaire d'une connaissance en gestion immobilière pour organiser la soumission d'un résultat de laboratoire frauduleux en parallèle des restes réels trouvés près de la forêt. Les restes étaient ceux d'un homme non identifié mort d'hypothermie, dont le cas n'avait pas été résolu.
Françoise avait obtenu des informations sur ce cas par des canaux que l'enquête cherchait encore à retracer complètement. La compagnie d'assurance a versé 395 000 € en mars 2023. Françoise déposait la nourriture et l'eau de Raymond par une petite trappe extérieure sur le mur de fondation nord, une trappe que je n'avais jamais remarquée car elle se trouvait sur le côté de la maison qui faisait face à la vieille et de Thuya, envahie par la végétation et rarement examinée. Elle avait installé un verrou sur la trappe qui ne correspondait à rien sur mon trousseau de clés. La trappe était à peine assez grande pour laisser passer un sac de course. Elle faisait cela en moyenne tous les 4 ou 5 jours, adaptant le calendrier à mes habitudes et mes routines pour que je ne la voie jamais. Raymond a dit à la police qu'il avait passé les premiers mois à planifier des moyens de s'échapper. Il avait essayé de travailler sur les axes des charnières de la porte. Il avait répertorié chaque objet dans la pièce pour une utilisation potentielle. Mais la porte avait été posée avec cette vulnérabilité spécifique à l'esprit. Les charnières étaient à l'intérieur, mais renforcées d'une manière qui rendait les axes inutiles. Les serrures étaient de haute qualité. La pièce n'avait aucun point faible qu'il puisse trouver. Avec le temps, et c'était la partie de son témoignage qui me reste le plus en tête, il a dit qu'il avait simplement essayé de survivre. Il avait lu les romans de poche jusqu'à les connaître par cœur. Il avait joué à des solitaires. Il avait fait tout le mouvement physique possible dans cet espace limité. Il s'était parlé à lui-même. Il s'était accroché à la conviction, aussi rationnellement qu'il le pouvait, que quelque chose finirait par mal tourner dans n'importe quel plan que sa sœur avait conçu, qu'une fissure apparaîtrait, que quelqu'un viendrait. Il avait eu raison. Cela a juste pris 3 ans et 4 mois et une rupture de canalisation lors d'un coup de froid en février. J'ai appelé Françoise cet après-midi-là. Je ne sais pas exactement pourquoi. La police ne me l'a pas demandé. Et avec le recul, il n'y avait aucune raison pratique de le faire moi-même. Je pense que j'avais besoin d'entendre sa voix. Je pense qu'une partie de moi espérait encore qu'il y ait une explication qui rendrait au monde son sens. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Marcel » a-t-elle dit chaleureusement. « J'allais justement t'appeler. Claudine a eu son rendez-vous de suivi ce matin. Ça s'est très bien passé. Comment vont les choses là-bas ? Je n'ai rien dit pendant un moment. Marcel, est-ce que tout va bien ? Tu as une voix étrange. J'ai trouvé la porte, ai-je dit. Le silence qui a suivi a duré 3 secondes. J'ai compté après coup quand j'essayais de reconstruire la conversation. 3 secondes, ce n'est pas très long dans la vie ordinaire. Dans ces 3 secondes, j'ai regardé 33 ans de mariage se réorganiser en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Elle a dit qu'elle ne voyait pas ce que je voulais dire. Sa voix était assurée. C'était la partie qui m'a complètement anéanti. Pas de culpabilité, pas de panique, juste de l'assurance. Raymond est vivant, ai-je dit. La police est ici. Il est vivant. Elle a raccroché. Elle a été arrêtée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à 18h15 ce soir-là, alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol de correspondance pour Dublin avec un passeport dont j'ignorais l'existence. Le procès a duré 11 semaines. Il a été largement couvert par la presse locale et repris par plusieurs médias nationaux. Le procureur a retenu 6 chefs d'accusation, notamment séquestration, escroquerie de plus de 5 000 €. Entrave à la justice et un chef d'accusation lié à la manipulation de registres officiels d'identification que je n'essaierai pas de décrire en termes juridiques précis car je ne suis pas avocat et j'ai moi-même à peine compris les explications. Elle a été reconnue coupable sur tous les chefs d'accusation. La juge, dans ses remarques finales, a décrit l'affaire comme l'un des actes de cruauté les plus calculés envers un membre de la famille qu'elle ait rencontré en 30 ans de carrière. Elle a noté que le préjudice causé à Raymond n'était pas seulement physique, bien que les effets physiques à eux seuls, la malnutrition, l'atrophie musculaire, l'impact sur sa vision dû aux conditions prolongées de faible luminosité soient graves et nécessitent des années de rééducation. Mais psychologique d'une manière qui ne pouvait pas être entièrement quantifiée. Elle a également noté le préjudice qui m'avait été causé, ce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle mentionne. Elle l'a décrit comme la destruction de la capacité d'une personne à faire confiance à sa propre perception de la réalité. Elle a prononcé ces mots et je me suis assis au 2e rang de cette salle d'audience et je les ai sentis se poser quelque part profondément et avec justesse. Françoise a été condamnée à 14 ans de réclusion. Son avocat a fait appel. Je n'ai aucune opinion sur ce processus que je sois prêt à exprimer avec des mots. Raymond est dans un centre de rééducation à Clamart depuis 8 mois. Il fait des progrès.
La récupération physique s'est mieux passée que ce que l'équipe médicale avait initialement prévu. C'est un homme têtu, ce qui était l'une des choses chez lui qui poussait Françoise à l'impatience et que je considère maintenant comme la qualité qui l'a maintenu en vie. Le travail psychologique est plus lent, plus irrégulier. Il a de bonnes semaines et des semaines difficiles. Il apprend à 57 ans comment dormir dans une pièce avec une porte non verrouillée sans se réveiller toutes les 40 minutes. Ce sont des choses qu'une personne ne devrait pas avoir à apprendre. Je lui rends visite le jeudi après-midi. Nous jouons aux cartes. Parfois, nous restons simplement assis. Il ne parle pas très souvent de la pièce et j'ai appris à ne pas poser de questions. Quand il l'évoque, généralement de manière détournée, généralement en regardant autre chose, j'essaie simplement d'écouter. Je n'ai pas été formé pour tout cela. Je découvre les choses au fur et à mesure, tout comme lui. La maison du quartier des Lilas a été vendue en septembre. Je ne pouvais pas rester là-bas. Je l'ai compris clairement le jour où la gendarmerie a mis le sous-sol sous scellé comme scène de crime et que je me suis tenu dans ma propre cuisine, incapable de me forcer à redescendre les escaliers. Je suis resté chez mon fils et sa famille à Versailles pendant 3 mois le temps que la vente se concrétise et je suis maintenant dans un endroit plus petit à Rambouillet, une location, un appartement au rez-de-chaussée sans aucun sous-sol. Je l'ai choisi délibérément. Luc le plombier m'envoie toujours une carte à Noël. La première est arrivée 2 mois après que tout se soit passé. Une carte simple. Rien de dramatique écrit à l'intérieur, juste son nom signé en bas et une seule ligne disant qu'il était content d'avoir déplacé l'étagère. J'ai cette carte dans un tiroir de ma nouvelle cuisine. Je la sors parfois. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'aurais dû savoir, quand et pourquoi je ne me suis pas permis de le savoir. Il y avait des choses que j'avais remarquées au fil des ans et que j'avais mises de côté. La façon dont Françoise proposait parfois de s'occuper des choses au sous-sol pour que je n'ai pas à m'en soucier. Ces soirées occasionnelles où elle restait en bas plus longtemps qu'il ne semblait nécessaire et remontait avec l'air légèrement agité, et je lui demandais si tout allait bien, et elle répondait qu'elle était juste en train de réorganiser les affaires. Cette fois-là, et je m'en souviens si clairement maintenant que c'est presque insupportable. Où je suis descendu inopinément en plein milieu de l'après-midi et où je l'ai entendu de l'autre côté de la porte de la buanderie dire très rapidement et calmement quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Quand j'ai ouvert la porte, elle était seule et elle a dit qu'elle se parlait à elle-même. Et j'ai ri en disant que c'était un signe de vieillesse. Et elle a ri aussi. Et nous sommes montés ensemble prendre le dîner. Je suis revenu sur ce moment 10 000 fois. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Je ne le saurai probablement jamais. Mais je sais maintenant que j'ai entendu quelque chose qui ne collait pas et que j'ai décidé, sans même vraiment le décider, de faire comme si ça collait quand même parce que c'était plus facile, parce qu'elle était ma femme. Parce que la maison était chaleureuse et que le dîner était prêt et que j'avais 61 ans et aucun point de repère pour ce qui se passait réellement à 2 mètres de l'endroit où je me tenais. La confiance n'est pas une chose passive. J'ai cru pendant longtemps que faire confiance aux personnes que l'on aime signifiait ne pas les remettre en question, ne pas regarder de trop près, ne pas insister sur les choses qui ne semblaient pas tout à fait logiques. Je comprends maintenant que ce n'est pas de la confiance. C'est une sorte d'aveuglement confortable que nous déguisons en loyauté parce que l'alternative, prêter vraiment attention, poser vraiment les questions difficiles, est effrayante. Cela signifie accepter que les personnes que nous aimons le plus sont aussi capables de choses que nous ne pouvons ni prédire ni contrôler. Je ne dis pas cela pour m'excuser. Je le dis parce que je pense que c'est vrai et parce que je pense que c'est l'une des rares choses utiles qui ressortent de tout ce qui s'est passé. La compréhension que prêter attention est un acte d'amour et non une forme de suspicion. Que poser des questions n'est pas la même chose que de la méfiance. Que si quelque chose ne semble pas logique, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent est de le dire à voix haute au lieu de monter dîner. Raymond aurait voulu que quelqu'un le dise à voix haute 3 ans et 4 mois plus tôt. Il ne me l'a jamais dit directement. Il ne le ferait pas car c'est un homme discret qui ne croit pas au fait de faire se sentir les autres plus mal qu'ils ne le font déjà. Mais je sais que c'est vrai et je le porte en moi chaque jour dans ce qui reste de la vie que je reconstruis dans cet appartement de plein pied à Rambouillet sans sous-sol et avec une porte que je laisse déverrouiller chaque nuit. Cette histoire nous plonge dans l'horreur absolue de la trahison domestique. Ce qui est le plus frappant ici n'est pas seulement le crime de Françoise, mais le silence assourdissant de Marcel qui a duré plus de 3 ans. C'est une exploration psychologique profonde de ce que nous appelons la normalité. Nous avons tous tendance à ignorer les petits détails qui clochent pour préserver notre tranquillité d'esprit et notre confort quotidien.
La maison, qui devrait être un sanctuaire de sécurité, devient ici le théâtre d'une cruauté méthodique, cachée derrière des habitudes banales et des sourires de façade. Le récit met en lumière la fragilité de nos perceptions et la facilité avec laquelle une personne aimée peut mener une double vie atroce juste sous nos pieds. La conclusion de Marcel sur la vigilance comme acte d'amour est une leçon puissante. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'accepter aveuglément, c'est aussi oser regarder la vérité en face, même quand elle est dérangeante. C'est une réflexion sur la responsabilité morale que nous portons envers nos proches et sur le prix terrible de l'indifférence volontaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il réellement possible de vivre avec quelqu'un pendant des décennies sans jamais soupçonner une telle part d'ombre, ou pensez-vous que nous choisissons consciemment de ne pas voir les signes pour protéger notre propre bonheur? Partagez votre avis dans les commentaires.